Bonsoir à tous. Nous entretenons vos vacances sur Live TV, la télé sans filtre, avec divers programmes que vous appréciez. Et parmi ces programmes, il y a le Talk que nous vous présentons mais tous les soirs dès 19h15 de lundi au vendredi avec mon équipe qui change de temps en temps quand même avec Barry Abdourahmane qui est revenu avec une petite toux qui va se dépêcher d'annuler. Bonsoir Barry, ça va? Bonsoir Eric. Super, merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci. Désiré Denéo est revenue aussi, elle est avec nous. C'était bien au Sénégal? Ah, trop bien. D'accord. Stabilité, c'est bien. Manger On circule beaucoup bien de dans les rues. Va, il Tchépidienne. fait bon vivre. T'as dit quoi? Je demande si elle a mangé beaucoup de Le tchèpidienne. tienne. Ça va? Même il y a ça. Ok, merci d'être revenu parmi nous et les habitués. Herman Aboua, Bonjour. ça va? Coucou. Tout orange, hein? C'est la semaine de la l'indépendance. semaine de l'indépendance. On y- Hier, c'était la cravate. Aujourd'hui, c'est petite On tunique. y et tout va à ça. fond. Tu es bien mis. Ouais. Il paraît qu'on t'appelle l'homme au dread dans la ville. Et puis, Isabelle Vauvre. Bonsoir Eric, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. D'accord, merci. Installez-vous, on démarre tout de suite. Un bonsoir spécial à notre chef édito Maïmike. J'apprécie sa pointe de vitesse et puis son intelligence à conduire tous les sujets, à nous proposer tous les sujets dans cette émission. D'accord. Démarrons tout de suite avec le point sport. Il y a eu donc les Jeux de la francophonie et la Côte d'Ivoire a fait une moisson. Et dans cette moisson, c'est bien, donc 15 médailles pour la Côte d'Ivoire. Qui fait le détail de ces médailles? 15 médailles pour la Côte d'Ivoire, parmi lesquelles Ouais, je Herman Aboua. vais y aller. 15 médailles pour la Côte d'Ivoire. Et on a 6 médailles en or, Très 5 bien. en argent, 4 en bronze, un peu comme en 2017, où on a eu les mêmes 6 médailles en or. Et cette fois-ci, on a régressé au niveau de l'argent. On a 8. On a eu 5, or on avait eu 8 en 2017. Très Et bien. au niveau des bronzes, on a eu 4 cette année, on avait 5. D'accord. Moi, je- Comment juge-t-on cette moisson? Cette moisson, on reste toujours à la 6e place. D'accord. Elle est certainement maigre, on a régressé un peu, mais on est quand même 6e. Je ne dis pas que c'est tout à fait ce qu'on souhaiterait, mais c'est déjà bon. Bon, je pense que lorsqu'on voit, par exemple, la première place qui est occupée par le Maroc avec 57 médailles, ces pays-là, la Roumanie aussi après, ces pays-là mettre un point d'honneur sur les équipements, les infrastructures. Très bien, et autres. très Moi, je bien. pense qu'avec la CAN qui arrive, avec les Poursuivons, infrastructures que nous poursuivons. avons- Herman va toujours trop vite. Ah bon, hein? Aborder tout en même temps dans un premier propos. Comment juge-t-on nos athlètes aujourd'hui, donc avec ces 15 médailles rapportées? Il faut d'abord féliciter les Ouais. athlètes qui ont été primés. Ils ont bien représenté le pays. Et puis, il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de sport. Donc, Très bien. on espère que la prochaine fois, ils nous ramèneront au moins 20 ou 25 Il médailles faut se d'or. rapprocher quand même du Maroc, Voilà, qui a toutes ces faut se médailles. donner ce défi à relever là, quoi. Très bien. Isabelle, Oui, on va les féliciter. Et puis moi, surtout, j'aimerais vraiment, parmi ces 8 athlètes qui nous ont rapporté les 15 médailles, mettre en lumière celui dont on parle pas beaucoup, mais qui est le meilleur, en tout cas le plus rapide de la Côte d'Ivoire, le meilleur sprinter de la Côte d'Ivoire. Et il s'appelle Arthur Gué-Cissé. D'accord. Voilà. Déjà en 2017, aux Jeux de la francophonie à il est vraiment Abidjan. rapide, ce garçon. Exactement, il avait déjà remporté 2 médailles, une médaille d'or, une médaille d'argent. Et encore cette année, il remporte une médaille et il fait vraiment briller en fait la Côte d'Ivoire au-delà de nos frontières. Et il est vraiment à encourager, à féliciter. C'est surtout cette jeune génération d'athlètes, de nouveaux visages qu'on découvre. Autres que les Marie-José Talou, etc. Donc il y a vraiment Arthur Gué-Cissé aussi qui fait des miracles. Très bien. Alors, qui sont ces artistes, ces athlètes qui nous ont rapporté donc, toutes ces médailles? Est-ce qu'on les connaît? On peut les citer ensemble? On a Yohan Ami, D'accord. Ndé Caroline. Cissé Arthur, Uh-huh. Lérie Sankofa qui est chanteuse, qui chante super bien. D'accord. Paulno Marie-Claude, Traoré Cheknak, Baye Jessica, Kone Mabundu. Mabundu, Kone Mabundu, je l'ai vu courir, elle aussi, rapide, Kone Mabundu. Mais on est content, on est très content. Donc, quelles sont les disciplines dans lesquelles nous avons sorti notre épingle du jeu?
Il y a déjà l'athlétisme, le sprint, D'accord. il y a aussi, je crois, la boxe. Je crois, voilà, la boxe. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il y a des disciplines qui ne sont pas... Les Jeux de la francophonie, c'est ça, hein, c'est des disciplines qui ne sont pas forcément les disciplines phares Très bien. et qui rassemblent les athlètes et qui essaient de faire en sorte que... Vous avez vu, il y avait même le chant dedans. Le chant, c'est pas... On pourrait dire que les Jeux de la francophonie, c'est beaucoup plus sportif. Donc, il y a le chant. Donc, il y a ces différentes disciplines-là. Il faut surtout demander peut-être au gouvernement d'appuyer un peu plus les petites disciplines, ce qu'on appelle les petites disciplines. Les sports dits mineurs en Côte d'Ivoire. Qui pourtant nous apportent des lauriers. Oui. Donc, il faut les soutenir. Avec Marie-Jo, Talou, toutes les autres qui nous rapportent des médailles tout le temps. Elle est la meilleure en ce moment mondiale. Donc, il faut pouvoir encourager ces athlètes, le ministère de la Jeunesse et des Sports, les fédérations de tutelle. Donc, il faut pouvoir les aider à éclore le maximum. Et puis, écoutez, nous sommes une nation de sport, ok? Et le sport le plus populaire en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est bien le football et nous préparons la Coupe d'Afrique des Nations, très bien, 2023, que nous organisons donc, dès le mois de janvier prochain. Et puis le COCAN a lancé le recrutement de 10 000, c'est ça, volontaires pour l'organisation de la CAN. Tenez-vous bien, 100 000 candidats se sont présentés donc à ce recrutement. Isabelle, commentaire. Oui, déjà, il y a eu le lancement le 18 juillet pour donc cet appel à candidature pour les 10 000 volontaires. Et ils ont reçu en tout cas plus de 100 000 candidatures. Et parmi ces plus de 100 000 candidatures, il y en a 30 000 qui sont donc pour les femmes. Voilà. Donc moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est maintenant, comment est-ce que le choix va se faire au niveau donc, de la sélection? Parce qu'il faut 10 000 personnes au niveau donc, des volontaires. Donc j'ai eu au téléphone le chef de département du programme volontaire qui est Oumar Sako. Et selon ses dires, donc, il y a un système de points qui a été mis en place qui se base donc sur le niveau d'études, le niveau de langue, le site auquel sera affecté donc ces différents jeunes et surtout sur la disponibilité et l'expérience aussi de chaque personne. D'accord. Il faut savoir qu'au niveau du COCAN, ils ne vont pas payer les frais d'hébergement. Donc l'idée, en fait, pour le COCAN, c'est de vraiment avoir les jeunes dans chaque localité où va se tenir donc, une partie de la compétition de la CAN. Il faut savoir aussi que ces jeunes volontaires-là vont être affectés soit au niveau des VIP, au niveau des aéroports, etc. Donc il faut avoir un certain niveau de langue et d'expérience. Donc je pense que c'est sur ces critères qui vont donc sélectionner les jeunes volontaires. Aussi, il faut savoir que là, c'est vraiment la première phase. Donc c'est une phase de présélection. Et par la suite, il y aura donc des entretiens individuels qui vont être faits de façon présentielle. Et à la suite donc, de ces entretiens, ils auront donc les 10 000 retenus. Il y a beaucoup, mais beaucoup à faire. Moi, en même temps, je note l'engouement. Il y a un peu plus de 15 542 pour être exact. De personnes volontaires. Et puis, il n'y a pas que les Ivoiriens. Ce qui est intéressant, il y a des Français, des Burkinabés, il y a des Gabonais, il y a des Maliens et autres. Et il y a 6 000 candidats à ce volontariat-là qui sont étrangers. Donc, c'est pour montrer que je pense qu'ils savent que la Côte d'Ivoire s'est organisée. Les gens ont toujours envie de venir en Côte d'Ivoire pour participer à cette communion-là. Et donc, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille. C'est un pays d'hospitalité. Voilà, on a des couleurs vives qui sonnent le rassemblement. Les gens viennent avec nous pour célébrer ce moment avec nous. Je pense que c'est bien. Je veux donner aussi un bon point au COCAN quand on sait qui, de façon très précise, nous présente, déroule ce qu'il va avoir, les différentes étapes. Parce qu'il faut le noter, on sent une certaine synergie en termes de communication et autres dans leur fonction. Donc c'est un bon point qu'ils continuent. On sent qu'ils sont au travail. Ils sont au travail, c'est ça. Dans tous les compartiments, ils sont au travail. Commencez déjà donc, par se demander comment accueillir tout ce monde, mais qui recevons-nous donc, pendant cette période? 24 pays avec 23 délégations officielles quand même, de 100 personnes chacune, c'est du monde, pour participer à 52 matchs, 101 arbitres sont présents donc, sur le territoire ivoirien.
150 000 spectateurs dans les stades. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont dans ces C'est stades. ça. Et en même Ouais. temps, 150 millions de 150 téléspectateurs Voilà. souhaitent avoir Il y a beaucoup à faire hein, Tout à dans fait. cette organisation. C'est Barry. clair. Il y a beaucoup à faire. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est un tournoi phare. Voilà. Et puis, avec les 24 équipes, c'est du boulot. Je pense que le COCAN a déjà mis le pied dans le plat. Ils sont Très à bien. féliciter pour ce qu'ils ont déjà fait. Et aussi, on les encourage à accentuer le travail parce que janvier, c'est demain. On est déjà en août, il ne reste plus que quelques mois. Non, Voilà. mais même, je veux dire, le programme en fait, de volontaires, c'est une exigence en fait, de la CAF. Quand on sait que les éléphants vont commencer à jouer à partir de septembre, je pense que ce programme-là doit peut-être déjà commencer à être À implémenté, voilà, à être ça. testé C'est ça. à partir du mois de septembre. Donc il faudrait effectivement qu'il puisse aller un peu plus vite. Et je sais aussi que pourquoi pas tous ces jeunes qui ne seront pas retenus pour participer donc à la CAN puissent être reversés, par exemple, via le ministère de la Jeunesse avec le programme donc, de bénévoles qui va sans doute être lancé bientôt. Très Voilà. bien. On parle déjà d'engouement, parce qu'il y a quand même 100 000 volontaires qui se sont déplacés tout de suite pour aller participer à ce recrutement. C'est tout l'importance qui se sont inscrits, bien sûr. C'est toute l'importance hein, qu'il y a derrière cette organisation. D'abord, le football, c'est Le fédérateur. Oui, C'est- les il est fédérateurs. fédérateur, Et puis, c'est- c'est le sport favori. Je peux dire que le sport favori des Ivoiriens. Et 15 542, pour moi, ça marque simplement que les gens ont envie de venir apporter leur contribution à cette œuvre-là de la Côte d'Ivoire qui accueille. Et j'apprécie, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont portés candidats aussi, mais il y a plusieurs nationalités qui postulent. Il y a 6 000 étrangers qui sont notés. Donc, on verra aussi des étrangers qui sont en train de nous aider à faire vivre. Donc, c'est l'engouement. C'est le sport et les fédérateurs. Donc, c'est l'engouement. Très bien. D'accord. Merci à tous. hein, pour- C'est oui, aussi rapidement. une belle expérience Une belle pour expérience. ceux qui seront retenus. Très parce bien. que c'est pas, la CAN, ce n'est pas tous les jours qu'on l'organise. Oui, et puis je pense que même si c'est un programme de volontaires, il faudrait aussi que le COCAN réfléchisse à pourquoi pas comment récompenser ces jeunes volontaires Je pense que c'est prévu, non? qui seront. vrai C'est qu'on pas dit encore volontaire. annoncé, C'est dit que c'est volontaire. officiellement. Il y a- C'est pas encore annoncé officiellement, mais en tout cas, on espère qu'il y aura une petite Il faut récompense, faire la un différence. accompagnement. Il pour faut ces faire la jeunes. différence entre volontaire Et bénévole. et bénévole. C'est ça. On a bien dit volontaire. Pas Il faut vu. travailler et être un peu payé. Voilà. Et on est sûr qu'ils vont gagner un peu d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans cette affaire de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, tous ceux qui vont y travailler vont avoir quand même un petit. Quelque chose Je veux d'important. Voilà. préciser les besoins dans les différents secteurs au niveau des stades. Mais rapidement, les besoins. À dans Korogo, les par différents exemple, on a besoin de 779 volontaires, San Pedro 788, Yamoussoukro 770, Boaké 1100. On a aussi à Abidjan le stade Félix Houphouët-Boigny 1200 et au niveau du stade à la Alassane Ouattara de Bimpé, on a besoin de 1400 volontaires. D'accord. Voilà qui est dit et qui ferme ce sujet. Allons tout de suite avec le fait du jour. Et nous parlons de santé animale avec la peste porcine africaine détectée en Côte d'Ivoire dans 2 villes, Soubré et Boutro. Soubré et Botro. Oui, enfin, ça fait quand même se questionner parce que le porc, c'est la viande du peuple. Mm. Quand on dit porc, on pense à Je Yopougon, voudrais saluer le le petit bœuf, le mouton américain, le gabi. Donc, après, Pas tous, il faut signaler que la peste porcine ne contamine pas D'accord. l'homme. Donc, déjà, c'est rassurant. Et puis, c'est 2 villes qui sont éloignées. C'est assez rassurant. Tout de suite, le ministère de la Santé, également le ministère des Ressources halieutiques a communiqué. Donc, notre système d'alarme fonctionne bien. D'accord. Faut-il s'inquiéter? Non, il n'y a pas d'inquiétude, mais moi, l'inquiétude qu'on pourrait dire, mais qui n'est pas forcément une grande inquiétude, la Côte d'Ivoire ne fait que produire 8300 tonnes de porc. Et les 23 000 autres, qui constituent le besoin en termes de consommation de Déjà, on n'en produit pas beaucoup, mais ils tombent malades. Ils tombent malades. Donc, voilà. c'est peut-être au niveau local, dans Ouais. ces régions-là, surtout si c'est circonscrit, parce qu'on a vu l'abattage systématique de ces cheptels. Donc, au niveau local, peut-être qu'il va y avoir une certaine compression en termes d'approvisionnement du marché localement, mais ça ne peut pas avoir grand impact puisqu'on dépend jusque-là, on n'est pas autosuffisant en viande porcine, donc
on dépend de l'extérieur. De avec l'extérieur. 23 Oui, 800. Après, mais moi, moi, je crains aussi. moi, je suis plutôt inquiète. Moi, je suis plutôt inquiète parce que déjà, la viande de porc, c'est la viande la plus consommée en Côte d'Ivoire. C'est aussi la viande la moins coûteuse. C'est la viande même la plus consommée dans le monde. Et au plan économique, je veux dire, selon l'Interporci, en 2020 déjà, ça générait 30 000 emplois. 10 000 en direct, 20 000 en indirect. La Côte d'Ivoire a vécu sa première, comment dirais-je, sa première crise de maladie de la viande porcine en 96. Et ça générait en fait une perte de 1,8 milliard de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Et rien que la période 2015 à 2022, on a eu 4 épizooties qui ont coûté 9 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Donc oui, moi je suis inquiète quand il s'agit d'emplois, quand il s'agit de pertes en tout cas dans les caisses de l'État. Donc moi en tout cas j'ai bon espoir parce qu'on a déjà vécu 4 épizooties qui ont déjà été résorbées entre 2015 et 2022. Donc j'espère en tout cas que pour cette année 2023, on va pouvoir surpasser ça et aller de l'avant. Quand je disais par exemple qu'il n'y a pas trop de grande inquiétude, c'est parce que je sais que généralement ces questions, ces épisodies-là, le gouvernement a montré une certaine résilience à les circonscrire. Déjà même le gouvernement insiste avec certaines mesures conservatoires, demande aux gens, à ceux qui produisent les porcs là, au niveau de Botro et de Soubré, de ne pas faire de mouvement de ces porcs là. D'accord. Et là-dessus, j'insiste pour dire que on n'est pas autosuffisant. 8 300 tonnes, c'est vrai que ça représente 30% de nos besoins, mais je veux dire, c'est juste dans 2 localités et le gouvernement est en train de travailler à circonscrire. Pour pas que ça cela. s'éparpille après. Oui, On va après permettre à aussi- Barry d'intervenir Ouais. sur ce point. Bon, moi, je veux m'exprimer sur le contexte de crise économique mondiale. D'accord. Il faudra que l'État se penche sur la situation économique des producteurs, naturellement, qui seront touchés par comment dirais-je, ces pertes-là. Il faut les appuyer au maximum parce que ce n'est pas facile actuellement avec la crise que nous savons tous. On sort de la Covid et il y a la guerre en Ukraine qui vient avec son lot de complications. Et là, il y a une grippe porcine. Donc, il faut que le gouvernement soit à la tâche pour aider les personnes touchées à essayer de joindre les 2 bouts, quoi. C'est clair. On a déjà entendu donc, plusieurs producteurs donc, se plaindre du fait d'un manque de soutien donc, pour cette filière de l'élevage. Pour pouvoir satisfaire la consommation donc, de porc en Côte d'Ivoire, il faut pouvoir les soutenir ou peut-être investir dans ce domaine qui est porteur et rentable. Exactement, il faut que le ministère soit de la jeunesse, de l'emploi, commence à former des jeunes à l'élevage de porc. On a de la compétence, ce n'est pas ce qui manque. Il faut financer, il faut entretenir des créations de start-up en fait, de la production porcine. Et puis aussi pouvoir mettre en place des sortes de subventions pour ces éleveurs-là, de sorte à ce qu'ils ne subissent pas des maladies telles que la peste porcine ou encore le coût des changements. Y a-t-il des mesures qui sont prévues? Plus exactement. Est-ce qu'il y a au niveau du l'instant, ministère? non. Les mesures, Oui. les mesures, comme je dis, ce sont des mesures conservatoires. Il y a déjà même le gouvernement a fait en sorte qu'il y ait des abattages de ces zones, dans ces foyers-là, des abattages de ces porcs concernés. Je sais qu'au niveau de Botro, par exemple, il y a eu près de 131 porcs qui ont été déjà tués. Et la maladie même a tué 85. Et il y a aussi la mesure qui interdit tout mouvement de ces porcs-là dans d'autres zones. Donc, je veux dire, c'est pour circonscrire, surtout que ça n'a pas d'inquiétude sur la santé humaine. Même quand le porc il est contaminé, que vous l'avez cuisiné, qu'il est bien chaud, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est surtout en termes de production. Bien cuit, pas bien chaud, bien cuit. Bien cuit, donc voilà. Bien cuit. Tu es en train de nous rassurer. Tu es en train de rassurer les populations du Gabon. Même quand il y a la maladie, quand vous préparez ça très bien, c'est bien cuit, vous pouvez vous manger. pouvez manger. Après, en termes de mesures, je pense que est-ce qu'on aura une réponse du ministère des Ressources halieutiques et animales concernant les producteurs? Déjà qu'ils se plaignent, est-ce qu'il y aura un accompagnement financier qui va suivre pour leur permettre de pouvoir relancer leurs élevages après cet épisode de peste porcine? D'accord. On espère que vous allez vous relever, la Côte d'Ivoire va se relever pour éradiquer mais totalement cette affaire de peste porcine. Il faut pouvoir aussi encourager les jeunes entrepreneurs à investir dans le domaine et à les accompagner
il y a des spécialités, hein, donc des vétérinaires Au niveau de Botro, c'est spéciaux. plutôt 311 qui ont été D'accord. tués. D'accord. 311 Porcs porcs qui ont été contaminés, qui ont été contaminés, qui ont été tués. qui ont été tués immédiatement pour pouvoir circonscrire la peste, pas qu'elle sorte de cette zone pour atteindre d'autres zones où il y a l'élevage de porcs. Voilà. Poursuivons tout de suite avec l'info du jour. Et nous allons parler politique à présent. Et en politique, nous parlons donc d'élections locales 2023. Comment les partis politiques s'organisent face aux indépendants. On en parle tout de suite. Commençons déjà donc par le RHDP qui a levé le ton donc face à 100 indépendants. On va dire quoi? Récalcitrants? Non? On va dire quoi? 88 88 indépendants pour les municipales et puis 12 pour les régionales, qui, malgré les menaces du chef du parti, donc, persistent sur leur position à se présenter en indépendant. Après, ça pose la question de la légitimité des candidats désignés par le parti. Pourquoi est-ce qu'un candidat qui n'a pas été retenu par le parti va en indépendant? Et ça pose la question que chaque fois, Herman ramène la question des primaires au sein des partis politiques. Parce qu'il est clair qu'on le voit, il n'y a pas que le RHDP aussi qui est touché par cette question, on le voit au sein du PDCI avec Yasmina Onien, Yassé Akokodi. Au RHDP, on a également Bakongo et la députée de Koumassi qui vont s'affronter pour ces municipales-là. Donc, ça pose la question de la légitimité des candidats désignés par ces partis politiques. Tu as oublié le PPACI, qui a produit une note à propos. Tu es bien informé. Non, j'ai lu, comme j'ai lu la dépêche. D'accord. Mais pourquoi ces indépendants restent-ils sur leur position? Bon, moi, je pense qu'il y a la volonté d'exister sur le champ politique, parce que la politique aussi, c'est un jeu. Hein. C'est un jeu, chacun cherche à se positionner. Mais moi, mon problème, en fait, c'est un peu le manque de respect vis-à-vis de l'institution. Parce que quand on s'engage dans un parti politique, qu'on est militant, il y a des statuts et règlements intérieurs. À partir du moment où le bureau exécutif, par le biais de la première autorité, le président du parti a tranché, le principe aurait voulu que tout membre du bureau politique ou tout candidat potentiel suive la ligne du parti, parce que c'est ça le respect des institutions. C'est clair. Après, il y a le principe démocratique aussi, Barry. Et ailleurs, ce qui se fait même quand on n'est pas désigné par le parti ou quand on n'est pas aligné avec la politique du parti, on est libre de pouvoir en fait aller contre. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Et on est en train de parler de partis qui condamnent en fait ou qui vont sanctionner les indépendants. Mais ces partis-là n'ont même pas respecté la loi sur les quotas d'octobre 2019. Je fais en fait encore ma féministe, mais on demande aux partis de présenter 30% de femmes sur toute leur liste, mais aucun parti n'a respecté cela. Donc, il faut laisser les indépendants aller compétir. Moi aussi, est-ce que je peux m'exprimer? Oui, parce que tout le monde parle et je n'ai pas pu... Bien sûr, vas-y. En fait, moi, ça pose un véritable problème en fait, d'une valeur qui doit être normalement intrinsèque à chaque parti politique, qui est la discipline. Pour moi, ce n'est pas une question de primaire, ce n'est pas une question de légitimité des candidats. Moi, je pense qu'il faut aller au consensus et je pense que c'est ce que chaque parti politique a essayé de faire en interne, que ce soit au PPACI, au PDCI, tout comme au RHDP. Je pense également que quand on est affilié à un parti politique, il faut respecter les textes, il faut respecter donc l'institution qu'on représente, parce qu'on a intégré en tout cas ce parti politique de libre mœurs en pleine comment dirais-je, intelligence. Donc je pense qu'il faudrait donc respecter cela. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la loyauté. Moi, je pense que quand on parle de sanctions au niveau des partis politiques, mais ils font bien en fait de parler de sanctions, parce que quand on manque de discipline, quand on manque de loyauté vis-à-vis de son parti politique, il faut être sanctionné. Après, il ne faudrait pas qu'on ait peur de la sanction. La sanction au sein d'un parti politique, qu'est-ce que c'est? Ça va de, comment dirais-je, de la radiation, pardon, de l'exclusion temporaire des instances du parti jusqu'à la radiation totale en fait au niveau des instances. Jusqu'à la poursuite judiciaire peut-être. Oui, comme le PPACI veut le faire. Est-ce qu'une loi injuste faut s'y soumettre? Pardon? Est-ce qu'il faut se soumettre à une loi injuste?
Surtout au sein de loi partis injuste. politiques. Une loi, c'est une loi. Une fois que tu as décidé partir d'adhérer à un parti politique, tu épouses en fait les lois qui y sont réglementées. tout Après, simplement. on peut regarder le fonctionnement des partis politiques et de la politique en général et puis trouver des excuses à la direction, aux différentes directions des différents partis politiques. Le principe démocratique que tous les partis politiques clament, c'est quoi? C'est le jeu du grand nombre. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces candidats-là, les 100 par exemple, indépendants existent au RHDP et qu'il y a des indépendants au PPACI? Juste parce qu'ils se sentent aussi légitimes, fondés, ils pensent qu'ils sont... Non, je suis désolée, ça c'est de l'ego tout simplement. C'est de l'ego surdimensionné de chaque candidat qui estime que lui, il peut aller compétir et il peut gagner. Non, tant que tu n'as pas fait de primaire... C'est une question de consensus. Et moi, je pense que c'est le consensus en fait qui emmène toutes les phases à pouvoir se réunir. Le consensus, c'est bien fait pour les régimes autocratiques, les royaumes. C'est cela qu'on fait. Tu vas dans un village baoulé, ils font le consensus parce que c'est ça, il faut écouter les nez. On est dans un parti politique, le fondamental, surtout que ces partis-là se disent démocratiques, il faut faire le jeu démocratique. Le jeu démocratique qu'on réclame, lorsqu'ils demandent, on va aux élections, ils demandent que la CEI soit transparente. Ils demandent que la CEI soit transparente, tout cela, c'est au sein de leur parti qui doit commencer ça. Vous laissez le jeu se faire. Celui qui a gagné, qui a remporté le plus grand suffrage parmi les militants, il est candidat. Mais on ne va pas faire des arrangements entre nous, copains. Un parti politique est tellement sensible que tu vas faire intervenir des primaires au sein d'un parti politique, tu vas le diviser en fait. Je pense qu'il faut aller au consensus pour garder l'unité de chaque parti politique. Après, nous sommes en Côte d'Ivoire, de toutes les manières, ces indépendants-là iront donner leur victoire à leur parti. Donc la question de loyauté moi, ne se je pose pense pas. que le fonctionnement interne du parti, ce sont les militants, les responsables du parti qui définissent leur mode de fonctionnement. D'accord. Non, ce sont les tests. En fonction des textes et les principes de démocratie. Et des principes de démocratie et tout. Mais je reviens encore sur l'institution. Il faut respecter l'institution. Parce que si on n'est pas discipliné dans son parti, ce n'est pas demain quand on sera responsable d'une institution ou, comment dirais-je, d'une fonction publique, détenteur d'une fonction publique, qu'on sera discipliné. Très bien. Tu sais, il ne faut pas te laisser influencer parce qu'il disait. Isabelle, ce ne sont pas les textes qui régissent le parti, ce sont les hommes qui font les textes qui régissent le parti. On a compris. Mais s'il vous plaît, est-ce que je peux vous dire, Isabelle, tout le monde, je gère ce plateau. La cloche et le timing viennent ensemble pour sonner la trêve. Hein? On se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau du Talk. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Il y avait une petite ébullition quand même sur ce plateau parce que nous avons abordé, donc, avant de vous quitter, la question des élections locales avec la posture des indépendants qui met quand même un petit malaise dans leurs différents camps, dans leurs différents partis politiques. Et nous étions sur un point assez important quand même que vous étiez en train de défendre. Oui, d'abord, il faudrait que les Ivoiriens retiennent, les téléspectateurs ne retiennent pas ce que Isabelle a dit. Les tests, Herman, s'il te plaît, tu peux donner ton point sans forcément je vais venir au point. En fait. Voilà, on est dans un débat, je veux dire, intelligent. Tu ne peux pas dire, non, il ne faudrait pas qu'on fasse la mauvaise éducation à nos téléspectateurs. Mais tu peux t'exprimer autrement. OK, mais on ne peut pas accepter que nous, qui sommes là, nous faisions passer des informations qui ne soient pas appropriées. C'est pas ça le point. Non, je ne peux pas le laisser dire cela. Je peux juste, non, qu'il reprenne sa phrase. Il peut juste dire, je vais donner mon point de vue qui est contraire à celui d'Isabelle. Mais ne pas dire ce qu'il est en train de dire actuellement. Les Ivoiriens ne doivent pas garder en mémoire ce qu'elle a dit avant qu'on ne parte au journal. Non, tu ne dis pas ça. Tu donnes ton point de vue. Moi aussi, je voudrais bien rejaillir en fait sur la question parce que je pense que ce sont les hommes qui écrivent les tests. Mais les tests viennent s'imposer aux hommes, raison pour laquelle on parle du respect des institutions. Et si depuis nos États africains ne sont pas totalement démocratiques, c'est parce qu'on a toujours fait passer les hommes avant les tests. C'est vrai, nous sommes dans des partis politiques, il y a de la discipline de parti, il y a des tests à respecter. Mais si et seulement si ces partis politiques-là désignent leurs candidats avec la légitimité comme principe, on ne se retrouverait pas avec des indépendants, des personnes qui sortent du parti pour aller aux élections. Donc, il faut respecter, il faut qu'il y ait des candidats désignés. Est-ce que c'est le point que tu partages? C'est justement cela, parce que les tests, c'est le plus fondamental. Lorsque les gens se mettent ensemble, qui choisissent des tests,
la première des choses, pour être discipliné même, c'est de respecter leurs tests. Quand tu ne les respectes pas, il y a problème. Et après vient le principe démocratique. Et puis surtout, on est heureux qu'en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques se réclament des partis démocratiques et républicains. Lorsqu'on est républicain, qu'on est démocratique, quand tu vois par exemple, au PPACI, il ne devait même pas exister, surtout que même leur leader politique, c'est quelqu'un qui a toujours comment on appelle prôné la démocratie. Mais la démocratie, ça commence par le choix. Aujourd'hui, il se plaint qu'au niveau d'Alépé, par exemple, parce que j'ai vu dans la note, on a parlé du candidat Alépé, ce dernier-là, il est indépendant, mais il va battre campagne avec l'effigie du PPACI. Et tout cela. D'où la menace de poursuite judiciaire. Voilà. Mais s'il était en face du candidat qui a été désigné dans une primaire, qu'il avait battu, il avait perdu cela, s'il partait le faire en ce moment, on peut dire qu'il est indiscipliné. Isabelle va réagir. Barry, on vient à toi. Isabelle va réagir. Oh non, j'ai pas plus d'avis que ça, juste si ce n'est de dire que moi, je ne suis pas pour les primaires, moi, je suis plus pour le consensus, parce qu'au sein des partis politiques, j'estime que les primaires ne font que diviser, en tout cas à la base. Finalement, pour aller à une élection, si on arrive à avoir un consensus, c'est le meilleur, en tout cas, des candidats que tout le monde aura adoubé, vu que ce sont les militants qui vont aller voter. Qui va être adoubé, donc qui va être voté. Donc, mais moi, le consensus, mais déjà la crête. J'avais promis à Barry. Après, il y a un autre point aussi qui est fondamental. Il y a un autre point aussi qui est fondamental. Je pense que dans chaque parti politique, aujourd'hui, ils ont fait le choix donc, du consensus. Mais il faut savoir aussi que ce consensus a été fait sur la base donc, de ceux qu'on appelle en fait les préfets politiques. Donc, au niveau du RHDP, ce sont les secrétaires départementaux. Au niveau du PPACI, par exemple, on va parler de fédération, etc. Donc, ce sont des gens qui sont élus par la base. Donc, c'est un peu comme des préfets ou alors je peux dire même des députés qui représentent en tout cas la base, qui ont choisi en fait les candidats. Donc, Mais est-ce qu'on le choix de ces Barry va réagir sur oui, mais ils sont légitimes vu qu'ils sont issus de ceux-mêmes qui ont été élus par la base. C'est ça ce qui est compliqué à comprendre. Isabelle, Oui, vas-y, Donc on Isabelle. admet que le process même vous au parlez sein plus des que moi. partis politiques pour N'est pas désigner un candidat n'est pas démocratique. Si, c'est démocratique. Mesdames, Tu parles de préfet. C'est démocratique. De préfet. C'est démocratique. Je ne te parle de préfet politique pour te dire à peu près c'est quoi le rôle d'un secrétaire départemental, par exemple. Départemental. Voilà. Je suis en train de quitter le plateau parce que finalement, Non, faut rester, vous n'avez pas besoin d'un modérateur. faut rester. N'est-ce pas? Faut rester. La démocratie commence par le respect du chef, Voilà, du allez-y, leader. c'est toi qui es le N'est-ce chef pas? ici. Vous n'êtes pas les démocrates sur ce plateau parce que personne ne veut laisser le lead parler pour gérer ce débat. Barry. Voilà, je disais que pour moi, la démocratie commence par le respect des tests. Quand on s'engage dans quelque chose, on s'engage dans un parti politique, il y a une dynamique à suivre. Le bureau politique est là, sinon tout le monde aurait pu gérer le parti. Hein. À partir du moment où on a élu un bureau politique, il y a un président de parti, c'est au parti de trouver les moyens en fonction de ce que les textes disent, de désigner les candidats. On ne s'étonne pas après qu'il y ait des candidats indépendants. Laisse-le finir, Aman. Je finir. viens. La discipline et le principe républicain recommandent qu'on respecte les institutions. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se fait dans votre parti, mais vous êtes libre d'aller créer un autre parti et puis de compétir. Mais là, au fond, vous travaillez même peut-être contre l'intérêt de votre parti. Parce que vous pouvez être deux candidats. Il y a un indépendant et un candidat désigné par le parti. Vous avez le même électorat. Ils reviendront vous remettre après. Vous venez. Non, mais tu peux perdre. Victoire. Vous deux, vous pouvez perdre. Et pire Je prends même. un exemple d'une localité où tu as un candidat du PDCI, RDA, du PPACI, du RHDP et chacun d'eux a des indépendants. L'indépendant peut être le responsable de la défaite de son parti. Donc finalement, son ego aura pris le dessus. Merci à tous. Merci à tous. De toute façon, on a bien compris. Madame, Monsieur, s'il vous plaît. Il y a la question de la légitimité. On a tous compris. Un petit point que j'aimerais ajouter, pour aller plus loin sur ce que Barry disait, par exemple, c'est-à-dire que ces indépendants-là, on ne sait même pas par qui est-ce qu'ils sont financés. C'est-à-dire qu'ils peuvent être même, ils peuvent être même manipulés par des gens qui veulent juste la défaite en fait du parti. Donc ça aussi, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que des personnes arrivent à émerger hors des cadres politiques. Voilà pourquoi il faut les primaires. Est-ce que vous pensez que tous les candidats désignés par les partis politiques là ont suffisamment une enveloppe de leur parti politique? Il faut regarder le financement des partis politiques en Côte d'Ivoire. Attention. On a compris, on espère que les indépendants restent sur leur position. On va aller aux élections, on va voir la suite. C'est tout. Ça fait C'est le jeu démocratique. On passe à autre chose sur ce plateau. On y va, ça fait l'actu.
Théo. Ça fait là-dessus, la junte au pouvoir au Niger vient de nommer un premier ministre. La personne, je retrouve son nom, si vous l'avez, vous me devancez. Donc, Ali Mahaman Lamine Zeine. Voilà, Ali Mahaman Lamine Zeine est le nouveau premier ministre du Niger. Alors, dans ce contexte, comment peut-on interpréter cette nomination dans le contexte actuel? Moi, je pense que la junte au pouvoir est en train de s'asseoir. Parce que c'est un technocrate qui a été c'est un économiste. On sent déjà que devant les défis qui se posent, il faut déjà régler la question de la préoccupation des populations. Donc, ce nouveau Premier ministre-là, qui est chef du gouvernement, va essayer de mettre en place une équipe de techniciens, de technocrates, pour essayer de trouver des solutions aux différentes préoccupations. En fait, il cherche à gérer l'État aussi bien politiquement que socialement. Paris. Bon, je pense que la junte, elle essaie d'asseoir sa position, mais moi, je pense que c'est une fuite en avant parce qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas encore été résolues. Il y a l'ancien Premier ministre qui est encore en France, qui fait des tournées, dit qu'il ne reconnaît pas l'autorité actuelle. Il y a même l'ambassadeur. Et pire, au-delà de la nomination du Premier ministre, c'est que le chef de la junte et son équipe ont décidé de limoger tous les chefs de l'armée. Alors que il n'y a même pas encore d'assises, il n'y a pas de position franche où vous êtes. Et la CEDEAO vous met la pression et tout. Donc, c'est des paramètres à gérer. Maintenant, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, ce n'est pas un novice en politique au Niger. C'est quelqu'un qui a travaillé avec le président Tandjapé à son âme. C'est son dernier ministre des Finances d'ailleurs. Donc, il sait dans quoi il est. Mais est-ce qu'il aura les coudées franches pour dire non à un moment donné à la jeune? Grande question. Est-ce que la cohabitation sera un fleuve tranquille? Autre grande question. Après, c'est un économiste chevronné, il est passé par la BAD, il a travaillé au Gabon, même en Côte d'Ivoire. Mais la question que moi je me pose, enfin du point de vue, je ne sais pas si on pourrait parler de conviction, quand on est parti par coup d'État en 2010 sous Mamadou Tandja et qu'on revient aux affaires sous coup d'État, il y a une question même à se poser du point de vue de la morale, du point de vue de l'éthique en fait. Pourquoi un économiste? Est-ce parce qu'il y a des sanctions économiques qui ont commencé à peser sur le Niger? Face à la population, est-il un pillon stratégique pour la junte au pouvoir face à la population? En fait, voici des gens qui ont fait un coup d'État et qui se maintiennent malgré, je veux dire, la pression de la CEDEAO et qui vont même plus loin. Ils vont jusqu'à nommer un Premier ministre et ils sont en train de se construire une image tout simplement au sein de la population. Ils organisent des manifestations où on voit un stade rempli avec des populations qui les soutiennent. Donc, moi, j'ai envie de dire en fait qu'il faut que ça s'arrête. Il faut comment dirais-je, que tout le monde condamne en tout cas ce coup d'État qui a été fait et que tout le monde soit solidaire de toutes les sanctions que la CEDEAO va prendre en fait. Parce que quand je vois par exemple la dernière sortie du président Laurent Gbagbo où il demande à la CEDEAO de partir sur des négociations et de ne pas aller, comment dirais-je, envoyer d'armées militaires là-bas, etc. Il faut rappeler que c'est lors de son adresse donc, aux militants de son parti, donc adresse envoyée par Katinan Koné. Voilà, moi j'ai juste envie de dire que tous ceux qui ne sont pas, comment dire, faut pas donner en fait le sentiment à la junte qu'on est solidaire de ce qu'elle est en train de faire. Voilà, il faut condamner systématiquement les coups d'État qui ont été faits. Et pour moi, en tout cas, dans son adresse, je n'ai pas perçu ça. Et il y a d'autres aussi qui ne condamnent pas, qui préfèrent en tout cas la voie de la négociation. Mais j'ai envie de dire, ils ont été, voici des gens qui retiennent en otage une famille et l'ancien président. Enfin, je veux dire, il faut qu'on les mate, dans ses propos, Laurent Gbagbo a quand même, les propos lus par Katinan, il a quand même condamné le coup d'État, qu'il soit constitutionnel, enfin qu'il soit militaire ou qu'il soit civil, toute forme de coup d'État. Après, il a demandé que la CEDEAO priorise le dialogue. Et moi, je suis d'accord sur cette position-là du dialogue. On ne peut pas en fait prioriser la voie militaire. Il faut regarder l'IDH du Niger. 189e pays au monde. On est face à un pays qui est entouré de pays qui sont touchés par le terrorisme. Burkina Faso, Mali, comment dirais-je,
À côté, il y a le Tchad et encore un peu plus loin, le Bénin. Et tout au nord, là-bas, on a la Libye. Il ne faut pas aller créer, en fait, un Tripoli bis en Afrique. Il faut regarder cela, prendre conscience de tout cela. C'est beau de voir enfin, une intervention militaire, un peu comme dans les films. Mais ce sont les populations nigériennes, en fait, qui vont en partir. Oui, mais Donc, comment faut lutter contre le privilégier terrorisme encore le quand dialogue. la Constitution Eric. elle-même a été bafouée, en fait? Barry va Dans l'ordre de réagir sur priorité le étatique. point, Moi, je de pense Désiré. que le dialogue, la CEDEAO essaie de dialoguer. On dialogue à deux, on ne dialogue pas seul. La CEDEAO a dépêché l'ex-président du Nigeria, le général Abdou-Salami Aboubakar, et l'émir de Sokoto. L'émir de Sokoto, c'est qui? C'est une autorité morale et traditionnelle. Sokoto, c'est au nord du Nigeria. C'est pratiquement les mêmes populations qu'on retrouve au Niger. La junte a refusé de recevoir cette autorité morale et traditionnelle. Donc on a refusé de recevoir Voilà. Et cette là, il y a une tripartite, délégation de la délégation l'UA, des Nations Unies la CEDEAO. et de la CEDEAO. Ils refusent de les recevoir. Ouais. Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec des gens qui refusent les mains tendues? Donc, il faut Mais aller la les bombarder CEDEAO, automatiquement. la CEDEAO. Non, c'est vrai J'interromps. que Est-ce que je peux vous interroger? Je peux parler. Est-ce que je peux vous Ils interroger? ont tous parlé. Je peux intervenir. J'arrive à toi. Une minute, je finis. L'opération militaire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est le dernier recours. La CEDEAO n'a pas commencé par l'opération militaire. La CEDEAO a tendu la main à la jeune pour essayer de trouver une solution pacifique. Elle ne veut pas entendre raison. Et le paradoxe, c'est quoi? Je vous donne un seul exemple. Le colonel Assimi Goïta et ses amis au Mali ont fait adopter une constitution. En son article 1er, eux-mêmes, les putschistes, disent qu'un coup d'État militaire est un crime contre le peuple du Mali. Donc, eux-mêmes, ils reconnaissent le coup d'État, c'est un crime. À partir de maintenant. La junte malienne, la junte nigérienne, c'est elle qui veut entraîner une Libye bis. Parce que c'est des généraux de l'armée, c'est eux qui sont chargés d'exécuter la politique de défense du gouvernement. C'est eux qui managent les unités militaires. Donc, c'est eux maintenant qui décident de se retourner contre la République. Donc, il faut le traiter comme tel. On essaie la diplomatie. Si ça ne passe pas, on utilise la force. Parce que la force... D'abord, je veux J'avais rappeler compris ton que point. l'ultimatum de la CEDEAO Il est passé. forclos. Il est fort clos. Oui. Donc aujourd'hui, la CEDEAO, comme tu le dis, cherche une voie de négociation. Elle aurait dû continuer là. Ce n'est pas parce que tu as fait 2 jours à chercher à écouter la junte militaire, à les raisonner, qui n'ont pas donné suite à cela, que tu vas bander tes muscles pour dire que dans une semaine, je vais... On constate, nous tous ici, j'avais dit ici la semaine dernière que c'était du bluff, on en est là. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO, aujourd'hui, quel que soit, regardons les pays qui sont prêts à soutenir, qui soutiennent la CEDEAO, qui sont dans la CEDEAO, qui soutiennent, notre président de la République, là, moi je pense qu'il sait que les Ivoiriens ont plein de chats qu'ils attendent, qu'ils fouettent. Et pour en prendre un contingent ici, militaire, pour aller, on se souvient de ce qui s'est passé au Mali. Donc, ces questions-là, on a vu son adresse. C'est vrai qu'il maintient dans son rôle, il maintient la position de la Côte d'Ivoire qui est de condamner le coup d'État, mais il n'a pas dit que je suis en train d'envoyer un contingent. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. Il ne faudrait pas faire de procès d'intention au président de la République de la Côte d'Ivoire. Bon, vas-y, termine et puis je vais... Vas-y, termine. Non, parce que ce n'est pas ce qu'il a dit dans son adresse. Moi, la tâche, s'il vous plaît. Moi, je pense que je facilite les choses au président. Je facilite les choses au président. Son message, il était très clair et j'ai bien apprécié le message quand ça concernait la sous-région. Il a réitéré, comme il devait le faire, l'engagement, le soutien, comment on appelle la condamnation du coup d'État, mais en même temps, il n'a pas dit au niveau militaire que j'envoie déjà... et ces questions-là, c'est pourquoi même j'estime qu'il n'y a pas lieu de peut-être aujourd'hui demander à l'Assemblée, puisqu'il n'a pas dit à quelqu'un qui battait un Voilà, là on se est rassuré. rejoint. Mais on dit la même chose. Parce qu'en fait, on ne doit pas lui faire de procès d'intention. Je ne lui Parce fais qu'il a aucun procès il a d'intention. juste dit dans son adresse qu'il C'est pour ça qu'il faut soutenait la CEDEAO. Isabelle, quand je sors la parole, tu penses que je vais aller contre le président de la République. Oh, c'est faux. Parce qu'en soutien à la CEDEAO, ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien militaire, ça peut être un appui technique outre mesure. Donc je pense qu'il ne faut pas lui faire de procès d'intention. Il faudrait attendre d'abord de voir
quelle est la position de la Côte d'Ivoire de façon Mais la Côte d'Ivoire a donné sa position de façon formelle. Il y a eu le Conseil de sécurité où ils ont dit qu'ils soutenaient la position de la CEDEAO qui était en fait d'user de la force en fait, pour pouvoir dégager les putschistes. Mais j'espère que pour cette fois, on va respecter notre constitution en passant par le Parlement et on aura l'autorisation du Parlement, oui ou non, d'envoyer nos troupes en fait, aller combattre au Niger si ça arrive. Mais également l'argument en fait, économique que personne en fait, n'ose aborder. Déjà avec les crises à Ouaga, à Bamako, le port d'Abidjan a perdu beaucoup déjà en matière d'échange avec ces deux États-là. Et depuis 2010, le port d'Abidjan a perdu Niamey. Donc, il faut également pouvoir sous-peser toutes ces questions-là avant d'envoyer nos troupes. Alors, ce refus de recevoir la délégation tripartite, c'est justement parce qu'on a la pleine mesure de tous ces détails. La gestion du plateau. Est-ce que cela est possible, s'il vous plaît? Voilà, pour qu'on essaie d'avancer dans cette émission. Quel impact cette décision de ne pas recevoir la délégation pourrait avoir dans cette crise? La junte envoie un message à la CEDEAO. Elle n'est pas dans une posture de négociation. Elle ne comprendra que le discours martial. Maintenant, je veux rassurer Herman. L'ultimatum qu'on lance, la CEDEAO n'a jamais dit que les opérations militaires vont commencer à partir du 8. C'est des opérations militaires, ça se prépare. Bon, l'ultimatum, ça servait à quoi? L'ultimatum est passé. On va passer à une autre phase. C'est que les chefs d'état-major vont se réunir pour définir la phase opérationnelle des choses. Il y a des sites stratégiques à identifier. La CEDEAO, c'est une mission commando. La CEDEAO, il y a deux messieurs qu'il faut appréhender. C'est le général Tchiani et le général Salifou Modi. Et je vous assure que déjà au sein de l'armée nigérienne, il y a comment dire, il y a un manque de cohésion. Parce que quand on limoge tout l'état-major de l'armée, de la gendarmerie et de la garde nationale, il y a problème. Il y a problème. Ces généraux-là, est-ce qu'ils vont accepter? Parce que certains parmi ces généraux putschistes ont été limogés de leur poste. Ils reviennent là, c'est eux les chefs. Devons-nous sincèrement encourager à la voix je pense qu'il faut sortir des films, un peu les Marines qui vont intervenir, ou la Navy qui va intervenir. On est dans un pays où on a des groupes terroristes en fait, qui combattent là, ça et là. C'est important, c'est à prendre en compte. En fait. Ils vont aller combattre. C'est depuis quand en fait, la CEDEAO est intervenue dans un pays africain? Depuis en fait, la crise de Congo-Libéria. Mais on a vu le chaos que ça a créé. Hein. Jusqu'à présent, le Libéria ne se remet pas encore en marche. On parle de la CEDEAO. Il faudrait que nos chefs d'État ouest-africains arrêtent de se faire passer pour des pantins. Mais qui veut réellement la guerre? Selon toi, qui veut réellement la guerre? On t'envoie une délégation, tu refuses de la recevoir, de l'Union africaine. Je ne dis pas de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, de la CEDEAO. Tu refuses de les recevoir. Qui veut réellement la guerre? Il faut préparer le dialogue. Il faut laisser le dialogue là, c'est à deux. C'est à deux. Il faut préparer le dialogue. En tout cas, la solution militaire là n'est pas adéquate pour le Niger, pour ma part. Ce sujet, il est totalement africain. Il concerne toute la sous-région. Je comprends votre acharnement donc à vouloir donner vos différents avis là-dessus. On espère que le dénouement sera heureux pour le peuple du Niger. Et tous les peuples, donc autour, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée, tous les peuples, Togo, de la sous-région, il faut tous les citer. On espère que le dénouement sera heureux et que tout continue donc à se faire sans effusion de sang. Allons tout de suite pour changer carrément de cadre avec le mood d'Herman. Le mood d'Herman. Aujourd'hui, je m'intéresse au Made in Côte d'Ivoire, qui est souvent plus cher que les produits qui sont importés. Très bien. Le gouvernement ivoirien fait tout son possible, en fait, pour vendre le label Côte d'Ivoire. Ça, c'est une bonne chose. Il faut en effet encourager l'entrepreneuriat local. Chacun doit faire sa part. Les entrepreneurs ivoiriens, eux aussi, doivent faire leur part. Leurs entreprises proposent certes des produits qui sont assez originaux, qui mènent bien la concurrence à d'autres produits qui sont venus d'ailleurs ou importés, mais ces produits sur le marché peinent à être compétitifs, surtout au niveau des prix. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? On doit chercher à le comprendre. Surtout au niveau des prix, donc, aussi bien le bel emballage que le descriptif, ainsi que le produit lui-même, donnent vraiment envie. Cependant, les prix affichés coupent tout à petit. Le kilogramme de noix de cajou en Côte d'Ivoire
coûte 315 francs CFA, bord champ. Mais nos entrepreneurs locaux, quand ils vont l'emballer, ils nous le vendent le paquet de 100 grammes, souvent dans les supermarchés, à 1500 francs, voire même plus. Ceux qui ont l'expertise des produits importés comme le chocolat, là, n'en parlons plus. Les tablettes de chocolat de 100 grammes qui sont non labellisés bio sont souvent 2 fois, voire 3 fois plus chers que les chocolats bio importés. Donc on se demande, est-ce que... À quel moment on commence à consommer ivoirien? À quel moment on doit commencer à consommer ivoirien? Même le gari national qu'on trouve dans nos quartiers à 500 francs le kilogramme, une fois qu'il a été bien emballé avec un nom design et déposé au rayon dans les supermarchés, voit son prix caracolé et passe du simple au double. Donc on peut trouver le kilogramme de gari là, peut-être même souvent à 1500 francs dans le supermarché. Même les frites, la loco, les frites, les chips. À tous les carrefours, on peut acheter ça à 500 francs le paquet, mais lorsqu'il est dans les supermarchés, il coûte... À 500 francs le gros paquet. Le gros paquet, faut dire. dans les Sinon, 200 supermarchés, francs les autres. il est petit, tout petit, il coûte souvent 1500 francs. À croire que nos Banane est chère, il n'y a pas banano. nos entrepreneurs locaux font en sorte qu'on évite les produits locaux. C'est une inquiétude. Je ne sais pas si vous avez vécu cette Mais il faut que je te rappelle quand même que le gari n'est pas national. Hein. Le Bénin nous a prêté son gari. On a manioc ici, nous on fait gari aussi. D'accord, ils vont se dire qu'ils ont manioc, c'est eux qu'ils font, ils vont checker aussi. Hein, on a commencé on en a parlé sur ce plateau, mais qu'est-ce que vous pensez du mood? C'est une réalité. Les produits locaux coûtent cher que les produits importés. Mais il faut également regarder, il n'y a pas vraiment d'accompagnement pour les entrepreneurs. Ça fait des années qu'on parle de champions nationaux. Il y a eu Pépite qui a été lancée. Depuis, on attend la suite. On ne sait pas. Et ça coûte cher, c'est vrai. Et il faut peut-être trouver un moyen, peut-être des subventions de l'État, de sorte à ce que le Made in Côte d'Ivoire soit consommé par toute la population. Très bien. Il faut trouver la solution pour que le Made in Côte d'Ivoire soit... La solution viendra de tous les acteurs. Les acteurs des différents secteurs. C'est-à-dire que l'État, les producteurs et les institutions gouvernementales. Donc c'est la somme de toutes ces actions-là qui peut permettre un changement. Parce que comme il l'a dit, si on veut réellement bâtir une économie solide, il faut qu'il y ait des champions nationaux. Et on ne peut pas avoir des champions nationaux là où les produits locaux sont plus chers. Les gens vont acheter ce qui vient d'ailleurs et ça ne va pas arranger, comment dirais-je, les producteurs locaux. D'accord. Consommer ivoirien, il ne faut pas que ça devienne qu'une citation, il ne faut pas que ça reste qu'une citation. Il faut passer aux actions. Il faut passer aux actions, il faut pouvoir encourager les consommateurs à consommer véritablement ivoirien. Il faut pouvoir faciliter la tâche peut-être à ces entrepreneurs qui produisent ou qui fabriquent ces produits à consommer, ces produits ivoiriens à consommer, à faire moins cher, peut-être qu'au niveau de la conservation, au niveau de tout ce qui entre en ligne dans la fabrication, la production donc, de ces produits-là. Il y a beaucoup à payer donc, pour ces entrepreneurs ivoiriens. Il faut faciliter, bien sûr, la tâche à toute cette ligne-là, je retrouve mes mots, et puis cette chaîne de valeur, merci, pour que nous puissions âprement consommer ivoirien. On a pris plaisir à vous servir. Barry Abdraman était sur ce plateau avec nous. Désiré Denéo aussi était sur ce plateau avec nous. Isabelle Vauvor et son compagnon Herman Amboa sur ce plateau avec nous. On prendra plaisir à se retrouver demain pour un autre numéro du Talk. Shalom. Shalom.